Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Bonjour Christophe Barbier, vous êtes avec nous en visio aujourd'hui. Bonjour, alors notre invité a voulu évoquer l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, mise en scène par Peter Brook. Est-ce que vous pouvez nous remémorer ce spectacle ? Je le peux, d'autant plus facilement que c'est un spectacle qui a fait événement en 1993. Peter Brook avait décidé d'adapter un best-seller médical, le livre du neurologue Oliver Sacks, paru en 1985 sous le même titre, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Cet homme en fait, c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a été traumatisé par les combats et qui n'arrive plus à mémoriser les visages. Il n'arrive même pas à mémoriser le visage de sa femme, il n'arrive qu'à enregistrer des formes très simples, rond, carré, triangle, et donc la forme d'un chapeau, il y arrive. Voilà comment il identifie sa femme à un chapeau pour la reconnaître. Curieusement d'ailleurs, ça nous renvoie à une autre pièce de théâtre qui est Le mariage forcé de Molière, où Molière met en scène un philosophe, Pancrace, qui évoque Aristote et qui explique que depuis Aristote, on ne peut plus dire la forme d'un chapeau, mais la figure d'un chapeau. Vous voyez, déjà sous Aristote, le chapeau et le visage pouvaient être assimilés. Alors ce pauvre patient, dans le livre d'Oliver Sacks, c'est en fait un des 6 cas qu'il étudie et que va retenir Peter Brook dans un livre médical qui foisonne d'exemples thérapeutiques divers. Peter Brook cherchait à travailler sur un sujet scientifique depuis quelque temps. Il a expliqué qu'il avait rencontré des astrophysiciens, qu'il avait travaillé sur Einstein, sur les électrons, mais qu'il trouvait que c'était des méthodes et des domaines trop abstraits et que le théâtre ne pouvait exister que dans une incarnation charnelle. Alors, Brook décide que, puisque Freud emmène vers une expression extérieure qui est imprécise, il faut quitter la psychanalyse pour aller vers la neurologie afin de trouver une manifestation extérieure précise. Comme le dit Brook, quelqu'un qui ne peut pas bouger son bras gauche ne peut pas le bouger. On est dans le concret. Brook veut être dans le concret. C'est cela, le concret d'ailleurs, qui a marqué les esprits en 1993, à travers notamment le décor qui stylisait une sorte d'hôpital, et puis à travers bien sûr l'interprétation des nombreux comédiens, et notamment celle de Maurice Bénichou. Alors Peter Brook, qui a 96 ans, est devenu une institution, un mythe. Comment peut-on le résumer, Christophe Barbier ? On va tenter de faire Peter Brook comme dans une sorte d'équation. D'abord, Peter Brook, c'est un lieu. Il n'y a pas de Peter Brook sans les Bouffes du Nord, qu'il a sauvé de la démolition en 1971 et laissé dans son charme de vieux théâtre à l'italienne avec des murs un peu décrépits et des immenses parois qui se perdent dans les cintres. Ici, le théâtre est magique où il n'est pas. Mais quand le charme opère, les Bouffes du Nord sont comme un temple et l'on est emporté non seulement par la pièce, mais dans la pièce. On est véritablement soulevé, c'est une étrange communion, comme seul peut-être le Théâtre du Soleil et la Cour d'honneur d'Avignon dans de belles nuits de spectacle ont pu nous en inspirer. On ressort toujours troublé et toujours altruiste d'un spectacle aux Bouffes du Nord. C'est vraiment le théâtre du partage. Peter Brook, c'est un lieu, c'est aussi tout un monde. Il se résume au Théâtre des Bouffes du Nord et il embrasse la planète entière grâce à son Centre international de recherche théâtrale, à partir duquel il a exploré toutes les formes de performance scénique. Il nous a montré que le mélange des nationalités, des langues, des cultures, des techniques, ça pouvait donner un alliage spectaculaire. Avec Shakespeare notamment, Peter Brook, qui a confondé la Royal Shakespeare Company, nous a prouvé que le mélange des continents était naturel. Et c'est ça qui fait que son théâtre prend sens pour l'humanité tout entière. On peut par exemple évoquer le Mahabharata, cette grande saga indienne mythologique, qui est peut-être le plus grand exploit théâtral de Brook, avec Jean-Claude Carrière. C'était en 1985, au théâtre de la Carrière-Boulbon, en marge du Festival d'Avignon. Mais on peut citer aussi un spectacle beaucoup plus intimiste, Le Costume de Kantemba, un auteur sud-africain. Comment être universel et ne pas tomber dans l'exotisme ? Un homme rentre chez lui, il surprend sa femme avec son amant, l'amant s'enfuit en caleçon et lui abandonne un costume. Ce costume va révolutionner toute la vie d'une famille et d'un quartier. Enfin, Peter Brook, c'est un lieu, un monde et puis un concept. Le théâtre du vide, l'espace vide. Il a forgé ce concept, il en a fait un livre, il a vu ensuite cette idée de l'espace vide, d'où naissait l'émotion, complètement submergée dans les années 80 par ses propres disciples, par la génération suivante, notamment Patrice Chéreau. C'est l'espace plein qui a marqué les générations 80 et 90 par rapport à l'espace vide. Mais enfin, tout de même, il reste chez Peter Brook un souffle qui n'est pas le souffle qui balaye tout, comme dans le théâtre de Chéreau, par exemple,
ou de Jean-Pierre Vincent, mais c'est un murmure, c'est une brise chaleureuse et complice, ce petit bruit du vent sur les herbes de la savane en Afrique, par exemple. Ce vent, bien sûr, qui colporte et qui nous raconte les plus belles histoires. Merci beaucoup Christophe Barbier pour cette analyse très fine, très juste. Et je voyais justement en face de moi Maurice Barthélémy qui acquiesçait. Merci beaucoup pour cette analyse. Christophe Barbier, notre Monsieur Théâtre, mais aussi notre Barbier du matin, à retrouver à 7h45 tous les matins pour votre interview politique dans la matinale d'Ilana Ferradian. Allez, tout de suite, on découvre l'émotion de Margot Haddad. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Je comprends rien de toi, là, c'est cru. Moi, leur papier, merci. Hein. Vous avez des enfants, vous ? Non, je n'ai pas eu ce bonheur. Vous êtes mariés ? Non plus. Soyez pas triste, ça viendra. Chaque poids son couvercle. Ça nous fait toujours rire, ce petit générique. On adore cette pub. Bonjour Margot Haddad. Bonjour Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Maurice Barthélémy. Bonjour. Avec vous, on entre dans les méandres de cette galaxie complexe qu'on appelle le cerveau. Ce n'est pas un hasard. Si vous êtes un grand fan de James Ellroy, comme lui, votre soif de connaître l'autre est sans limite. Les personnages d'Ellroy ne connaissent pas la limite du mal et ils vous fascinent. Dans ces romans noirs, on retrouve des femmes et des hommes pervers, sadiques, violents, racistes, misogynes, des personnalités qui captivent, hypnotisent, ensorcellent leurs proies hypersensibles, souvent victimes de ces monstres du réel. Dans le monde de James Ellroy, le crime devient l'unique maillon qui relie le produit de l'imagination et la réalité, ou devrais-je dire triste réalité quand on est neuroatypique. Un monde chargé de carnage fantasmatique, de flashs parfois difficilement contrôlés, de rêveries diurnes. Ces fantasmes viennent colmater l'angoisse, réinterroger le réel. Comme James Ellroy, vous êtes dramatiquement lucide, vous détestez tout ce qui manque de sincérité, tout ce qui sonne faux. J'ai grandi, j'ai développé mon sens de voyeur et je l'ai transformé en art. Je m'intéresse beaucoup aux gens, ce qui les motive. Et est-ce que leur vie sexuelle, c'est au cœur de tout cela, de toute cette merde? Tout cela m'intéresse beaucoup. Voilà, je veux vraiment tout cela, je veux toutes les infos, tous les tuyaux, je veux savoir qui est homo, qui est nymphomane. Le polar, les enquêtes pour meurtre, la vision assez pessimiste de la société et du monde dans lequel nous vivons, c'est un peu le fil conducteur de vos goûts culturels, que ce soit dans les romans noirs de James Ellroy, dans votre série fétiche Mare of Eastwood ou encore dans la série criante de vérité de Tchernobyl. La critique de la société et de la réalité sociale est omniprésente. Votre hyperesthésie vous empêche d'être dupe. Vous ressentez tout, vous voyez tout avec une loupe, tout vous transperce. Votre douleur, les années d'incompréhension de votre moi intérieur, cette sensation d'être différent d'une normalité pourtant inexistante viennent réveiller en vous une créativité sans borne, un univers à part entière où l'imaginaire n'a de limite que la réalité. Votre monde fantasmatique vous permet d'échapper à cette routine que vous détestez tant. Votre appétence pour le spectacle vivant de traditions familiales comme le cirque Bouglione, la comédie musicale Le Roi Lion ou encore votre fascination pour le monde de Wes Anderson ou les chiens fantômes nous questionne sur votre envie de retrouver un lien avec le petit Maurice. L'année 2018 a été très particulière pour les Bouglione. La doyenne de la famille, Rosa, est morte à l'âge de 107 ans. Mais comme chez vous, Maurice Barthélémy, la tradition artistique familiale se poursuit. C'est moi-même Chaco, avec cheveux si hauts. Depuis 3 jours, la pluie a peu mouillé moi, soleil a peu moulé moi. Ouvrez la porte pour moi. Dans ses compositions, votre maman raconte son histoire en mêlant ses racines, le créole et le français. Les voix cristallines et suaves vous touchent profondément et vous donnent la chair de poule. Vous aimez ces femmes qui font passer des émotions intenses. Vos artistes préférés, Clou et Mesparo, sont des femmes complexes qui n'hésitent pas à parler du manège qui tourne dans leur tête. Habitude, et non, je ne suis pas jalouse, non, je ne suis pas jalouse, mais Clou utilise les mots comme des claques. Elle raconte dans ses chansons l'histoire de femmes déçues par les mesquineries du quotidien. Dans ses paroles, on retrouve surtout le parcours d'humains au cœur pur qui ne savent pas faire semblant, un peu comme vous, Maurice Barthélémy. Vivant, trop frileuse, trop rêveuse, on me dit tu penses trop, t'aimes trop, t'en fais trop, tu veux tout de suite. Je suis trop, pas assez,
Alors, comme Mesparo, quand on est différent, on a deux solutions. Se positionner en tant que victime ou essayer d'en faire une force. Soit vous restez dans votre igloo, figé par l'anxiété sociale, soit vous vous surpassez et vous prenez le contrôle sur vos émotions en essayant de les transformer en force. On ne naît pas Maurice Barthélémy, on le devient. On décide un jour de sortir de sa condition. Comme Mohamed Ali dans When We Were Kings, vous encaissez les coups de l'hypersensibilité, puis vous faites preuve d'ingéniosité, vous laissez l'adversaire s'épuiser et vous répliquez par des coups tactiques. Et c'est aussi pour cela que l'héroïne de la série, la fabuleuse Mrs. Maisel, vous fascine tant. Vous n'êtes pas prisonnier de votre condition. Midge, fille de bourgeois d'une famille juive ashkénaze de l'Upper West Side de Manhattan, laisse son train de vie tranquille de mère de famille pour vivre de son rêve, le one-woman show, et rien, vraiment rien ne l'empêche de s'émanciper à travers ses fulgurances scéniques. Il y a tellement de questions sans réponse qui tournent dans ma tête. Pourquoi il s'est tiré ? Pourquoi je lui suffisais pas ? Et pourquoi ils ont pas mis la scène là-bas, contre ce mur-là, plutôt qu'ici, à côté des toilettes, où on entend tous les bruits de ceux qui font la grosse commission comme si on y était ? Ah ouais, distinctement. Mrs. Maisel aborde avec brio les préoccupations d'une époque qui se cherche, le racisme, l'antisémitisme, la misogynie et l'homophobie. Encore une fois, on est dans le vrai, dans le brut. On dit les choses telles qu'elles sont, sans ménager personne. Chacun est responsable de soi-même et pour être le maître de sa vie, on accepte et on accueille à bras ouverts la vie avec ses hauts et ses bas sans se bander les yeux quand elle devient difficile. Et pour vous émanciper, vous aider des conseils dans les ouvrages de Christelle Petit-Colin ou de Jeanne Siofachin. Comme à la page 144 de votre livre, on essaie tant bien que mal d'éviter de mener une enquête du FBI avant chaque événement et on essaie de surmonter ces angoisses. On n'a pas vraiment le choix de toutes les manières, alors autant apprendre les bonnes techniques pour s'en sortir et considérer son côté hors norme comme un cadeau de la vie. Vous avez mis du temps à le comprendre, mais vous l'avez désormais si bien compris, Maurice Barthélémy. L'évolution de vos goûts culturels le prouve si bien et il reflète tant votre histoire. Et comme vous aimez bien la graver dans le marbre, ou plutôt dans votre peau, j'ai un nouveau mémo pour vous. La peur n'évite pas le danger. Ça, c'est un portrait. Hein. Ça, c'est un beau Balèze. portrait. Merci beaucoup, je suis extrêmement touché. C'est magnifique, c'est une synthèse incroyable. À partir de juste un questionnaire qu'on m'a demandé de remplir, et il y a tout d'un coup comme un puzzle qui se met en place. Impressionnant. Autour de Merci ce que beaucoup. vous aimez en plus. Et on n'en a pas débriefé, mais on a entendu votre maman. Dans ce portrait. On l'a entendu chanter. Et on a vu votre émotion. Ah oui, ça m'a fait bizarre. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude d'écouter ma mère. Et là, j'ai été surpris. Bon, eh bien, bravo Margot Haddad pour ce beau portrait. Bravo. Et on va rester dans vos goûts maintenant, Maurice Barthélémy. On va partir dans la gastronomie. Vous vous faites croquer par notre chroniqueur Rudy Doucan, alias Baba Rudy, découvert dans la télé-réalité The Circle sur Netflix, où il nous a régalé, comme on dit chez lui, l'occasion de mettre nos papilles en éveil sur Radio J. Baba Rudy, bonjour. Alors, comme chaque jour de la semaine, du lundi au mercredi, vous avez la marmite dans l'œil, puisque nos invités vous inspirent et je crois que vous aimez beaucoup notre invité aujourd'hui. Maurice Barthélémy, je suis tellement fan. J'étais déjà un fan inconditionnel de la cape et l'épée. Rien que le générique était culte. C'était un honneur pour moi de cuisiner Maurice Barthélémy aujourd'hui. Je sais que vous aimez les flancs et les soufflés au fromage, mais j'ai beaucoup réfléchi et pour moi, Maurice Barthélémy, c'est un hot dog. Déjà, parce que j'adore le hot dog et que j'adore Maurice Barthélémy. Et j'aurais rêvé de voir un générique de la cape et l'épée qui faisait les Robin des Bois présentent la cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes, mais puis aussi des épées. Aujourd'hui, épisode réalisé par un hot dog. J'aurais tellement aimé entendre ça et je suis sûr que ça aurait été possible en plus. Alors, pourquoi un hot dog ? Déjà, le pain, super lisse. Comme votre crâne, Maurice, super lisse, nickel, sans défaut. Et la saucisse, c'est complètement vous. Parce que la saucisse du hot dog est très flexible, comme vous. Je vous suis depuis le début, et depuis le début, dans la cape et l'épée, entre autres, vous faisiez beaucoup de cascades. Vos chutes de malade, on avait l'impression que vous allez vous casser en deux, alors que pas du tout. Vous releviez direct, flexible comme la saucisse. Et je sais pas si vous avez déjà fait tourner une saucisse, mais moi oui, j'adore, c'est très drôle, essayez. Je suis d'ailleurs en train de développer un nouveau jeu qui va s'appeler La Chute de la Saucisse. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander à Maurice s'il voudrait être le parrain de ce jeu. Mais bon, c'est pas le sujet, bref. Direct. Revenons à notre hot dog. Je disais donc, quand vous tombez une saucisse, quand elle tombe, la saucisse, elle rebondit, va dans tous les sens, mais elle se casse pas. Comme Maurice quand il tombe. Et puis, quand on croque dans un hot dog, c'est super réconfortant, moelleux. C'est limite émouvant. On ne peut pas être insensible à ça. Surtout quand on est un hypersensible comme moi. Oui, moi aussi je suis un hypersensible. Et j'ai hâte de lire votre livre Fort comme un hypersensible. Voilà mon cher Maurice.
J'ai été ravi de faire une chronique sur vous aujourd'hui. Et sachez que je ne mangerai plus jamais de hot dog sans penser à vous. Et s'il vous plaît, suivez-moi sur Instagram parce que je vous aime trop. Suivez-moi sur Instagram parce que je vous aime trop. C'est hyper génial. mignon. Merci beaucoup, Rudy. Je vous lâche parce que je sais que vous êtes en tournage et je veux absolument pas vous bloquer aujourd'hui. Mais on vous retrouve sur vos réseaux sociaux, bien sûr. Et puis, je crois que Maurice va vous suivre parce que, bien sûr. Parce que c'est obligé maintenant. Ah ouais, non, mais la chute de la saucisse, il faut qu'on le fasse. Vous êtes pris en étau. C'est la première fois qu'on me compare à une saucisse. Oui. Sur le papier, je me serais dit, tiens, bon. Mais là, franchement, c'est un compliment. Moi, je vous avoue que je lui avais conseillé le flan parce que je sais que vous adorez le flan. Ouais, effectivement. Mais la saucisse, c'est encore plus parlant. Ça n'a aucun sens et j'approuve totalement. Pourquoi